Bonjour chers téléspectateurs de TV Liberté, bienvenue dans Politique et Économie. Et sans plus tarder, vous allez comprendre, en considérant par la caméra qui va se tourner vers mon invité, de quoi nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de censure, nous allons parler de l'œil de Moscou. Bienvenue, Pierre Jovanovic, au micro de TV Liberté. Merci à vous. Alors, mon cher Pierre, vous avez revêtu la chapka et l'étoile rouge. Non pas que cela corresponde à vos convictions, loin s'en faut, mais aujourd'hui, nous vivons une époque où vous êtes vous-même censuré et où, en cette période d'élection présidentielle, car c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, la censure joue à plein. Alors, parlez-nous un petit peu. On est de retour dans la Russie de Brejnev, donc c'est l'œil de Moscou. Voilà, c'est l'œil de Moscou. Là, ils nous font un défilé, vous savez, du 1er mai avec tous les camions, lance-missiles, etc., les fusées, les chars, etc., avec les soldats, vous savez, qui défilent au pas de loi. Enfin, voilà. Vraiment, c'est la totale. Hein. Donc, oui, parce que figurez-vous qu'on a vu une information. Hein, tout le monde l'a vu. Alors, soi-disant, la DGSE aurait fait un communiqué comme quoi les services russes vont intervenir dans les élections présidentielles. Alors, je confirme, je suis là. Vous allez intervenir. Et puis, voilà, alors je suis en toute discrétion. Hein, vous savez comment on reconnaît un espion russe dans un état-major? En général, c'est celui qui est le plus mal habillé, non? Non, c'est celui qui fête la nouvelle année le 7 janvier. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, alors, selon cette fuite, donc la DGSE a des informations sûres, paraît-il, comme quoi l'ambassade russe en France va bidonner les élections présidentielles. Oui. Alors, on a vu ça aux États-Unis. C'est ça qui est intéressant. Oui. Et moi, je rappelle simplement que le FBI a pondu une note il y a encore pas très longtemps en disant que les Russes ne sont pas du tout intervenus pour favoriser. Mais on a vu que la gauche, le camp pro-Clinton a rendu les Russes responsables de la défaite de Madame Clinton. Et donc ça va être intéressant parce que si Marine Le Pen gagne, je peux vous garantir que c'est la faute des Russes. Exactement, c'est de la faute des Russes, c'est de la faute de Russian TV, de Sputnik, du FSB, du GRU, et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Dit, donc on les salue, on les salue tous. Mais cette note de la DGSI, elle est DGSE, bien sûr. Alors, oui, allez-y. Elle est parue il y a quelques jours, me semble-t-il. Voilà, je l'ai vu. Alors, ce qui est déjà pas normal parce que la DGSE n'a pas l'habitude de donner ce genre d'informations. En plus, c'est ce que j'allais vous dire. Exactement. Et en plus, ce serait s'il y avait un communiqué à faire de ce genre-là, ce serait plus du côté de la DCRI, puisque le contre-espionnage, l'ancienne DST, a été intégrée donc à Levallois. Donc, on comprend pas trop bien Enfin bon, mais on voit bien là. Et bien entendu, c'est toute la presse pro-Macron qui a donné cette information. Donc nous sommes en fait, comme vous dites justement, dans un processus de clintonisation de la campagne électorale française. Ah mais on est en plein dedans là. On l'a vu d'ailleurs, on l'a vu ce week-end, puisque vous savez, j'ai suivi la campagne de Donald Trump depuis le début jusqu'à la fin, et j'ai vu qu'à un moment donné, au milieu de la campagne américaine, George Soros est intervenu en passant des annonces, notamment sur Craigslist, mais dans toutes sortes de sites américains, où il recrutait donc des gens à raison de $15 de l'heure, $15 de l'heure, pour aller manifester dans les rassemblements pro-Trump, justement, et on a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire ça, on a vu des bagarres, etc. Et on a vu exactement la même chose, c'est-à-dire on a vu l'extrême gauche attaquer des bus remplis de braves gens qui allaient à de Rennes à Nantes, qui allaient donc pour écouter Marine au Zénith de Nantes. Leurs bus ils étaient avec des barres de fer, etc. Donc là, on voit qu'il y a, on est exactement dans la même configuration. Hein, voilà. C'est tellement frappant que j'en suis même émerveillé. Et alors, cette clintonisation de la campagne électorale va aussi diffuser va lâcher des missiles finalement contre les candidats qui ne plaisent pas au système. Or, on a eu deux gros missiles, le missile contre Fillon,
hein, avec l'affaire Pénélope, Oui. et le missile contre Marine Le Pen avec l'affaire du Parlement européen. Tout à fait. Et étrangement, pas de critique des autres candidats dans le même registre. Après tout, en cherchant un peu, nous montrerons tout à l'heure à nos téléspectateurs que si on cherche bien, on trouve, hein, notamment sur M. Macron, et nous allons en parler tout à l'heure, Pierre Giovanni. Pour l'heure, ces missiles, qui les téléguide, qui les fait partir? C'est-à-dire qu'on voit très nettement exactement comme Clinton-Trump, hein, Oui. Madame Clinton était la candidate des banques et des assurances. Hein, Goldman Sachs, par exemple, avait interdit à ses banquiers de faire des dons à Donald Trump. On voit la nature même. Hein, Goldman Sachs était derrière. JP Morgan également, Morgan Stanley, Bank of America, c'était vraiment les plus gros donneurs, sans parler des assureurs, etc. Là, on a vu derrière M. Macron, je rappelle toujours que son premier rendez-vous, c'était avec les grands patrons de Goldman Sachs à Londres. Et c'est à partir de là qu'il a lancé sa campagne. Donc, c'est exactement le même profil. Sauf que là, on voit que le système, le shadow gouvernement américain, hein, qui était aux manettes aux États-Unis, en pilotant les médias, Internet, etc., contre Trump. On voit exactement la même chose. Tous les médias français sont contre Marine Le Pen, bien entendu, et ils sont quasiment tous pour Macron. C'en est même fascinant. Et les deux affaires, donc, ont été sorties parce que les fiches de paye de Madame Fillon, à l'Assemblée nationale, il y avait quand même une pelletée de gens qui étaient au courant. L'administration des députés, des sénateurs, etc. Je veux dire, il y a au moins une vingtaine de comptables, experts comptables. Et tout le monde était au courant. Donc, c'était le moment opportun pour sortir l'affaire. Pour M. Trump, c'était la même chose. Ils ont sorti des enregistrements alors, il y avait quelqu'un qui l'avait enregistré à son insu sur une discussion sexiste où il parlait des filles qui se jetaient sur lui, etc. Et donc, ça a été sorti dans la volonté typique d'empêcher les Américaines de voter pour Trump. On a vu ce que ça a donné. Oui. Ça a été exactement l'effet contraire. C'en est même fascinant. Mais je vais vous donner un exemple typique ici. Et c'est intéressant parce que j'ai vu les gens du syndicat de la magistrature s'élever contre les déclarations de Marine Le Pen. Et le président de la République aussi. Et le président de la République. Alors, je vais vous donner une information parce que elle veut tout dire. Alors, regardez bien. La banque d'affaires Natixis a été mise en examen dans le cadre d'une procédure ouverte en 2010 et qui vise 2 communiqués diffusés au second semestre 2007. Hein, soit au début de la crise des subprimes qui mènera un an plus tard à la faillite de la Lehman Brothers. C'est pas beau ça? Donc, un jour après les révélations du Canard enchaîné, la famille Fillon, elle, a vu les juges leur tomber dessus. Alors, dans la grande arnaque des banques, hein, où les sommes qui sont manipulées sont quand même 1 million de fois plus importantes que celles de monsieur et madame Fillon, hein, il faut le rappeler. Curieusement, les juges... non, en plus c'est le parquet financier. Hein, c'est pas la BAC. Hein, voilà. Le parquet financier ne se sont pas très pressés pour instruire le dossier de la Natixis et passer à l'acte. Donc, la banque Natixis, elle, a bénéficié de 10 ans de retard. Fillon, lui, a bénéficié d'une journée de retard. 24 heures. 24 heures. À part ça, c'est pas... À part ça, à part ça, la justice est indépendante. Hein. Alors là, je m'adresse au syndicat de la magistrature, hein, à Virginie Duval, hein, qui a un discours très structuré, etc. Mais Madame Duval, franchement, comment pouvez-vous expliquer ça, hein? C'est quand même incroyable, quoi. L'affaire date de 2007, c'est incroyable. Ils ont été mis en examen il y a une semaine. C'est quand même phénoménal. Vous ne croyez pas à la justice de votre pays? Ah non, sincèrement, je n'y crois plus, hein, franchement. Et là, c'est vraiment un coup de gueule contre le syndicat de la magistrature, et surtout contre le parquet financier. Parce que ces enfoirés du parquet financier, c'est...
Dans l'affaire du Libor, de la plus grande escroquerie mondiale, ils se sont pas bougés les fesses. Dans l'affaire de l'Euribor, dans l'affaire de truandage de tous les comptes de la BNP où des clients ont été ruinés, les clients de la Barclays Bank qui ont été floués, etc. Ils se bougent pas. Mais alors, Fillon, je défends pas Fillon, hein, on est bien d'accord. Mais dans l'affaire Fillon, ils ont pris 24 heures. 24 heures pour bouger. C'est quand même extraordinaire. Donc, Natixis, alors il y a deux justices, hein, là on le voit bien. Il y a une justice pour les banquiers, hein, c'est-à-dire qu'ils vont mettre 10 ans à traiter l'affaire, et puis une justice pour manipuler les élections présidentielles. Voilà. Et il suffisait de l'affaire Natixis, mais il y en a plein d'autres. Hein, je veux dire, le Libor, l'Euribor, etc. La France n'a pas bougé un cil dans le scandale de l'Euribor et du Libor. Oui, c'est quand même incroyable. Hein, allez sur quotidien.com, vous avez tout ça, vous avez les liens sur la Natixis. Et nous en avons parlé ici même, à ce micro, avec Héloïse Benamou, qui nous a bien démontré combien les banques s'étaient permis toutes les libertés avec l'argent des Français. Mais alors, pour revenir à la campagne... attendez, là c'est des millions, c'est des centaines de millions, voire des milliards. Bien sûr. Alors, revenons à la campagne électorale. Je rappelle que nous sommes en direct du Kremlin. Voilà. Du siège du FSB. Et que nous voulons aussi parler, Pierre, de la question de la censure. Parce que aujourd'hui, vous êtes censuré, mais d'autres le sont aussi, alors même que Le Monde nous annonce qu'au contraire, il va rechercher les sites et les classer, les sites qui ne vous disent pas la vérité. Voilà, je suis le roi des conspirationnistes, paraît-il. Hein. Voilà. Alors, justement, faisons parler le roi des conspirationnistes. Le général, hein, parce que là, j'ai un costume de général soviétique. Je constate que vous n'avez que 2 étoiles. Oui, bon, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, bon. De Gaulle aussi avait 2 étoiles. Oui, en effet. Mais je ne sais pas s'il a fait de la politique. Voilà. Alors, sérieusement, on a beaucoup parlé de décodex. Oui. Et je crois que ce serait important d'en parler, parce que décodex, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est pour nos téléspectateurs? Alors, décodex, hein, c'est... je vais le résumer d'une manière très simple. On est revenu en 1942. C'est exactement comme le gouvernement français à l'époque, sous pression du gouvernement allemand, demandait aux Juifs de porter une étoile jaune pour qu'on les reconnaisse bien. Donc aujourd'hui, on a un peu évolué, mais donc Décodex attribue l'étoile jaune des sites dits, on va dire, juifs conspirationnistes. Hein. Voilà. Alors c'est pas, il n'y a pas de, hein, voilà. Donc vous pouvez faire confiance à ce site, mais vous ne pouvez pas faire confiance à tel autre. Et c'est Le Monde qui distribue les élégances. Alors, moi, je rappelle simplement que Décodex, cette affaire Décodex, vient des États-Unis, toujours du même shadow gouvernement américain, qui s'est opposé et qui continue à combattre Donald Trump. On le voit bien, d'ailleurs, parce que Donald Trump est voilà, il se heurte à la puissance du FBI, il se heurte à la puissance de la CIA. Il a eu même des mots, des insultes qui ont été échangés entre le président actuel et la CIA. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu la centrale d'espionnage résister au président élu. Et donc, comme ils ont perdu, Hillary a perdu, ils ont dit, bon, on a perdu à cause d'Internet, donc on va le contrôler. Voilà. Et ce que vous voyez là, c'est le résultat juste du programme, comment dire, américain. Mais en réalité, ils nous disent sites conspirationnistes. En réalité, ce sont des sites qui n'ont pas l'orientation politique de ceux qui veulent les contrôler. C'est tout simplement ça. Oui, bien sûr. Bon. Donc nous sommes dans une censure dissimulée. En fait, le site le plus censuré aux États-Unis, c'est Alex Jones. Alex Jones. Le site le plus censuré en France, c'est le mien. Voilà. Alors que franchement, je suis journaliste professionnel. Enfin, je veux dire, j'ai pas très bien compris. En plus, toutes les sources que je cite, en fait, il y a Le Monde des fois. Oui, hein, mais sûr, donc ça veut dire que comme je cite Le Monde, c'est une source de fausses news. Le Monde n'arrête pas de décoder. Voilà. En effet. Mais j'ai mieux que ça. J'ai mieux que ça pour vous montrer qui est derrière tout ça. Regardez bien. C'est l'un de mes lecteurs qui vit en Allemagne. Oui. Et les Allemands, la presse allemande, donc, a fait la même chose que Le Monde. Hein, puisque tout ça est piloté par les Américains. Hein, voilà. Alors, il nous dit la chose suivante. Écoutez bien. Voilà, c'est notre lecteur Sacha. Hein, il est dit la guerre contre les fake news, hein, les fausses nouvelles, a débuté. En Allemagne, c'est une entreprise privée, une SARL, qui s'occupe de faire ce boulot.
Hein, donc vous avez le lien là, c'est corrective.org. Oui. Recherchen für die Gesellschaft Oui. Gemeinnützige GmbH. Voilà. Nous on l'appelle, il l'appelle le ministère de la vérité. le ministère de la vérité, le Wahrheitsministerium. Hein, voilà. Mais il nous dit le plus intéressant, qui finance voilà. Alors ça, c'est regardez bien. Alors, 1 million d'euros, hein, je la fais simple, hein, a été donné par un groupe média qui s'appelle Funke. Funke Medien Group. Alors, il y a ensuite une fondation hollandaise proche de M. Soros qui a donné 114 000 euros. La Deutsche Bank, la fameuse Deutsche Bank qui est en faillite, qui a escroqué des millions de gens. Elle a quand même donné 54 750 euros. Non, mais c'est incroyable. La Deutsche Bank, qui a publié dans la presse allemande, il y a grosso modo 3 semaines, 1 mois, s'excusant d'avoir volé les épargnants. C'est quand même incroyable. Ensuite, il y a Rudolf Augstein et Stiftung. Alors, la fondation de Monsieur Augstein, ancien rédacteur en chef de Spiegel. Spiegel, c'est le truc pro-européen par définition. Voilà. 35 000 euros quand même. Exactement. Ensuite, il y a 26 884 euros qui viennent de Monsieur Soros. Oui, c'est l'Open Society Foundation. Très célèbre Open Society Foundation. On retrouve Monsieur Soros. Alors ensuite, il y a la Bundeszentrale für politische Bildung. Donc c'est un organe d'État. Ensuite, il y a la RTL Télévision. Hein, donc c'est pro-européen comme d'hab. Google. Germany. Oui, bien sûr. Voilà. Enfin, ils sont la ZDF. Ils n'ont même pas donné 10 000 euros. Voilà, il y a la ZDF. Ouais, on sentait qu'ils n'avaient pas trop envie, quoi. Hein, voilà. C'est la 2e chaîne de télévision. Qui a donné 5 000 euros. Ensuite, bon, vous avez tout la fondation du parti CDU. De Madame Merkel, hein, qui fait venir tous les migrants, etc. Donc, qui a donné 4 000 euros. C'est la fondation Konrad Adenauer. Les Verts, bon, c'est normal, hein, de Heinrich Böll Stiftung Nordrhein-Westfalen et Zeit Stiftung, donc la fondation du journal Zeit. Voilà. Donc c'est quand même incroyable. Voilà la preuve, comme quoi les Américains, Google, Deutsche Bank, George Soros sont derrière ces sites de collabos qui signalent qui sont les bons sites, qui sont les mauvais. Mais je veux dire, c'est même pas la peine de demander un boycott du journal Le Monde. Ils se boycottent tout seuls. Je veux dire, ils se suicident là. Ce qu'ils ont fait est un suicide pur. C'est invraisemblable. Hein, voilà. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette affaire, c'est que Le Monde est lui-même. Il fait œuvre de désinformation. Mais c'est invraisemblable. Mais n'est jugé par personne. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il s'érige en vérité officielle. C'est ça, c'est la vérité officielle. Hein. C'est quand même énorme. Alors, évidemment... c'est la propagande. C'est de la propagande. C'est de la propagande. C'est de la propagande, c'est le ministère de la propagande. Hein, c'est Goebbels. Alors, c'est Goebbels. Mais c'est drôle. C'est tragique quand même, Pierre. Pour en arriver là, mais le système est terrorisé pour que Écoutez, regardez bien. J'ai fait ce papier, je pense que vous l'avez vu. Je l'ai vu, oui. Il s'appelle « Ce que les médias ne veulent pas voir ». Donc, puisqu'on parle des médias et du monde. En effet. La montée du désespoir du peuple français. Hein, voilà. Les médias, en fait, refusent de nous expliquer pourquoi Marine Le Pen est passée de 18% à presque 30% d'une élection à une autre. C'est quand même incroyable. Hein. Les mecs, techniquement, le score du FN a même doublé entre 2002 et 2017. Alors, à question simple, réponse simple, c'est tout simplement la montée du désespoir des Français qui expriment là leur ras-le-bol du mensonge des politiques et surtout de l'Europe. Voilà. Mais les médias essayent de combattre ce désespoir en disant qu'il faut continuer comme avant. Alors, je prends l'Express de cette semaine, c'est génial. Il y a Christophe Barbier qui nous explique, il s'adresse aux électeurs du FN et leur demande de voter Macron en donnant toutes ses raisons, etc. C'est fascinant. Mais moi, je me suis penché sur deux choses. Regardez bien. J'ai regardé le premier tour 2002, le premier tour 2007. 2007, alors je sais plus, voilà, 2007, le premier tour 2012 et le premier tour 2017, enfin du moins le sondage. Ce qui est intéressant, c'est que au premier tour 2002, celui qui arrive en tête, c'est Chirac, dans les sondages. Oui, au premier tour, il est arrivé aussi, il a gagné. Oui. En 2007, celui qui arrive en tête au premier tour, c'est Nicolas Sarkozy. Oui. Il a gagné. D'accord ? Au premier tour 2012, celui qui est arrivé en tête, c'est François Hollande. Oui. Il a gagné. Celui qui va arriver en tête, enfin, je suis pas Madame Irma, mais selon les sondages, c'est Marine Le Pen avec 27%. A priori, elle va gagner. Et c'est ça qui terrorise le système. C'est ça parce que
tout ce que les Américains ont mis en place pour transformer toute l'Europe en un système de 500 millions de consommateurs mis à la disposition des multinationales américaines s'effondre. Tous leurs plans s'effondrent. Vous savez pourquoi? Ils sont arrivés à 20 trilliards de dettes. Ils ont besoin de l'Europe comme esclave pour les renflouer. Voilà la triste réalité. Et sinon, ça s'effondre. Ils s'effondrent sous le poids de leurs dettes et de leur planche à billets. Il ne faut jamais l'oublier. Voilà. La planche à billets, c'est capital. Voilà. Et l'existence du dollar est en cause, évidemment. Comme la planche à billets, évidemment. Alors, je rappelle que vous êtes en direct du Kremlin. Donc, chauffe qui peut. Pierre, la question est donc, et évidemment, vous l'avez démontré, que ce n'est pas Moscou qui interfère dans les élections américaines et dans les élections françaises. C'est pas Moscou qui a créé ces résultats, enfin. L'Amérique. D'ailleurs, est-ce que Moscou a vraiment des intérêts dans la continuation de la situation française ou dans le changement, d'ailleurs. Moscou veille à ses intérêts. Attends, je rappelle quand même. Grande puissance, non, mais attends, il faut quand même pas oublier que c'est quand même la CIA qui a renversé Salvatore Allende. Oui. Enfin, la CIA a renversé à peu près 85 gouvernements. Il y a un grand papier je ne sais plus, dans Wall Street Journal ou dans le New York Times sur les exploits de la CIA, où il se félicitait d'avoir renversé 85 pouvoirs en place. Enfin, c'est énorme. Alors, le KGB ne peut pas aligner autant de... Je veux dire, ils étaient perdants, par définition, ils étaient communistes. Oui. Alors, pour ce qui est de Salvador Allende, je ne m'en plains pas, mais... non, mais peu importe, ils sont intervenus dans un président démocratiquement élu, je le rappelle quand même. Bien sûr. Alors, la question, donc, c'est ça. C'est l'intervention américaine dans les élections françaises se fait par le truchement des codex. Mais c'est pour empêcher les sites qui résistent de donner des informations pro-marine. Ou pro-Dupont-Aignan, ou pro-Mélenchon. Voilà. Oui. Parce que leur système, c'est encore Mélenchon, bon, il est très pro-européen, très pro-migrant, donc il va tomber. On a vu, là, j'ai regardé aujourd'hui les télévisions, les journalistes étaient absolument effondrés de l'accueil triomphal que Marine Le Pen a reçu comment dire, non. Au Salon de l'Agriculture. Au Salon de l'Agriculture. Mais ils étaient effondrés, les journalistes. Ils étaient totalement effondrés, ils ne comprenaient pas. Ouais. Mais attends, il y a un agriculteur qui se suit. Il y a encore une pauvre femme qui a été retrouvée pendue entre ses vaches, une productrice de lait, parce qu'elle gagnait 300 ou 400 euros par mois. Mais c'est un vrai scandale. Ouais. C'est un vrai scandale ce qu'on voit en France. Et on a vu Hollande, comment il leur répond, oui, mais c'est les prix mondiaux, mais pauvre mec. Ouais. Mais c'est à vomir. Enfin bon, je ne vais pas m'énerver, mais... Vous exprimez avec toute la liberté que vous accorde TV Liberté, car à TV Liberté, la parole est libre. Mais il y a une autre opération de télévision dont j'aimerais que vous nous parliez, c'est que Euronews est en train d'être acheté par très bon enchaînement, chers téléspectateurs. Très bon enchaînement. Par qui est en train d'être racheté Euronews? Par NBC. Bon. Alors, rappelons qui est Euronews. Alors, Euronews. Voilà. Euronews a été lancé en 2000, je crois 1999 ou 2000. Voilà, c'est à peu près dans la perspective. Euronews était, on va dire, un conglomérat d'une association de toute la télévision européenne, plus quelques-unes. Et qui diffuse, donc, qui touche 270 millions de foyers, donc techniquement virtuellement 500 millions de spectateurs, qui diffusent en 13 langues. Il y a parfois des émissions qui sont pas mal. Non, mais Euronews était très bien. Euronews était très bien, surtout à ses débuts. Oui. Mais c'était la voie de l'Europe. Il y avait une grande... Aujourd'hui, Bruxelles n'a plus tellement d'argent, donc ils ont commencé à retirer, du moins à couper leur budget, etc. Et aujourd'hui, Euronews est en faillite totale. Et je vous le fiche, mais c'est invraisemblable. Qui vient racheter Euronews? NBC, la chaîne américaine NBC, c'est invraisemblable. NBC, je rappelle, est avec CNN, le principal opposant à Donald Trump. Oui. Donc là, ils font d'une pierre deux coups. Ils vont donner le message de Bruxelles, États-Unis, aux Européens, bien entendu. Celui qui contrôle les médias contrôle le message, évidemment. Et en plus, ils vont pouvoir tailler des croupières
à Donald Trump 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout au long de l'année. Et c'est une Américaine qui va s'installer à Lyon et qui va faire des quenelles. C'est tout à fait extraordinaire. En plus, je vois bien le choc des cultures. Une Américaine qui va piloter un team de 13 nationalités. Ça va être très très intéressant. Non mais voilà, la prise de contrôle des médias. Ils sont terrorisés. Et ils ont pris le contrôle là, juste avant les élections. Oui. Hein, c'est très important. Oui. Le problème, c'est que Euronews, plus personne ne regarde Euronews. Oui. Et il n'y avait plus d'argent pour Euronews. Non, mais attends, il faut dire que Euronews, il passait des... moi, franchement, j'aimais beaucoup Euronews à leur début. Même maintenant, ils ont toujours des très très bons reportages. Il y a parfois de bons reportages. Absolument, ils sont très très bons. Oui. Mais le problème, c'est quand ils commencent à nous bassiner avec la spéciale Europe, où ils nous balancent un Suédois, une Finnoise qui nous parle. C'est d'un ennui, absolument, comme tout ce qui touche à l'Europe, en fait. Voilà. Et c'est ce qui les plombe. C'est ce qui les plombe. Voilà. Mais maintenant, c'est sous contrôle américain. Bientôt, NBC va racheter TF1. Moi, je rappelle que la banque JP Morgan possède 9, je sais pas combien % de TF1. Faut jamais l'oublier. Et TF1 a vu la part de son audience baisser. Hein. C'est normal. Mais France 2 aussi. Oui, France 2, oui, tout à fait, bien sûr, et plus. Alors, ça nous amène... Pardonne-moi, mais je fais une association. On voit une publicité en ce moment sur toutes les chaînes. Vous arrivez en fin de vie, prenez vos dispositions. C'est-à-dire, vous allez mourir. Je n'ai jamais vu ça. Oui. Alors, il y a une porte qui s'ouvre. Alors, d'habitude, la mort, la mort, c'est un sujet un peu tabou. Et c'est réservé à la religion. C'est réservé aux curés, aux imams, maintenant, etc. c'est un marché. Et maintenant, en fait, non, c'est devenu un marché. Donc, préparez-vous à mourir et prenez vos dispositions en fonction de ça. Et moi, je pense que c'est aussi techniquement, ça montre bien la mort des chaînes de télévision, quelque part. Et une société mortifère aussi. Ah ben tout à fait. Mais alors, Pierre, nous avons fait à peu près le tour de tout ce qu'il y a sous la campagne des présidentielles en France, mais nous n'avons pas évoqué une dernière question que j'aimerais évoquer avec vous, c'est qu'on a sorti beaucoup d'affaires financières pour Marine Le Pen et pour François Fillon, mais on n'a pas sorti d'affaires financières pour M. Macron. Or, j'ai sous les yeux, je le dis pour nos téléspectateurs, une lettre qui est signée par Paul Membach, candidat des maires en colère à la présidentielle. Alors, il est maire de Donne-Marie dans le Haut-Rhin, président des maires ruraux du Haut-Rhin. Jean-Philippe Allenbach, qui est président du mouvement Franche-Comté à Besançon. Et Serge Gras, président de l'Union civique des contribuables et citoyens. Eh bien, cette lettre est adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. J'aime bien la Haute Autorité. Eh oui, Haute Autorité, bien sûr. Et là, il apparaît que le patrimoine de M. Macron ne serait pas de 156 160 comme déclaré, mais de quelque chose comme 3 millions et quelques. Oui, c'est ça. Ça me paraît beaucoup plus logique. Mais moi aussi, j'ai tiqué quand j'avais vu sa déclaration. Parce que je me souviens d'avoir vu des papiers il y a 2 ans, comme quoi il avait reçu un bonus de 2 millions d'euros, je ne sais pas combien, parce qu'il avait conclu la vente de je ne sais plus quelle entreprise. Et ça a disparu. Ça a totalement disparu. J'aime beaucoup. Dans le compte bénéfices industriels et commerciaux, 1 426 831. C'est fascinant. Le revenu de capitaux immobiliers, 561 580. Mais rappelez-vous, M. Macron avait oublié aussi de déclarer je ne sais quoi. Vous et moi, si on oublie, ou nos spectateurs, ça y est, c'est les huissiers qui débarquent. Bien sûr. Lui, rien. Il a un petit rappel à l'ordre. C'est fascinant. Il y a 2 justices. La question, mais c'est que fait le canard enchaîné? Oui, c'est une très bonne question. Que fait le canard enchaîné? Les comptes de M. Macron n'ont pas été publiés. Ils sont publiés par des maires qui sont en colère. Et la question est évidemment aussi de rappeler que le canard enchaîné, en 8 ans, a touché quelque chose comme 4 millions. Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. Attention. Je pense que le chiffre cumule l'ensemble des subventions annuelles. Oui, mais je pense que l'aide qu'ils ont reçue, en fait, c'est une très très vieille aide qui touche la poste, l'envoi postal au niveau des abonnements. C'est pas l'aide. C'est pas du tout l'aide. Les journaux. Là, pour le coup, je défends le canard parce que c'est pas. Alors, les journaux en France.
Mais les Ils ont journaux, les touché- autres, Le Monde, etc., sont grassement payés. Ça représente à peu près 30% du chiffre d'affaires. Mais c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est énorme. C'est Mais considérable. est-ce que vous réalisez qu'on vit dans où l'État paye les journaux pour qu'ils ne disent pas de mal de lui? Mais c'est surréaliste. Et après qu'on s'étonne que je sois le plus censuré en France. Mais moi, je touche pas vous non plus, vous ne touchez pas d'aide non, de la part de pas. l'État. Je veux revenir sur ça parce que Marine Le Pen est attaquée sur le fait que son assistante parlementaire est payée je sais pas quoi, par Bruxelles. Mais c'est également le cas de l'assistante de M. Barrou. J'ai vu un papier là il n'y a pas très longtemps et c'est curieux, l'Europe n'a absolument pas bougé. Et vous savez que je vais à Bruxelles de temps en temps, c'est le cas à peu près de 40% des assistants de députés européens qui sont payés, mais qui travaillent pour les deux. Mais c'est même techniquement d'ailleurs c'est beaucoup plus simple, hein, parce que enfin bon, mais ils ont choisi effectivement le bon moment, ils ont calculé le timing. On le voit bien avec la banque Natixis, on le voit bien sur Fillon. Hein. Il y a un timing. Il y a un timing, et le timing, d'ailleurs... il est loin d'être innocent. Je crois que M. Le Pen, Jean-Marie, a été mis en examen il y a une semaine. Ça va sortir juste avant le vote. Il faut bien calculer les coûts. Hein, vous l'avez dit, c'est une affaire de timing. Le système américain, Bruxelles, ne peut pas se permettre de laisser la France tomber dans le côté populiste. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 4 ans, 5 ans même, dans ma revue de presse sur quotidien.com, j'avais rapporté une information comme quoi M. Trichet, à l'époque, gouverneur de la Banque centrale, avec M. Draghi, qui à l'époque était gouverneur de la Banque centrale d'Italie, si mes souvenirs sont bons. Mario Draghi. Mario Draghi, il y a 5-6 ans même. Hein, donc, avait organisé à Rome une grande conférence, donc les banquiers qui organisent une grande conférence, déjà rien que ça, contre l'expansion du populisme. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Donc déjà, ils voyaient bien, eux, la montée du populisme. De quoi se mêle-t-il? Exactement, mais de quoi se mêle-t-il? Mais on voit bien, le système américain ne peut pas se permettre de perdre 500 millions d'esclaves que nous sommes, nous, en Europe. Nous sommes les esclaves des multinationales américaines. Le vrai pouvoir, il est dans les multinationales américaines. C'est pas pour rien que Google, que Amazon, que Starbucks a dit aux États-Unis, le patron de Starbucks dit, je vais faire travailler 10 000 migrants syriens, machin, etc. Résultat des courses, plutôt que d'embaucher 10 000 jeunes Américains, étudiants, etc., qui peuvent bosser l'été ou se faire un peu d'argent pour payer leurs études. Résultat des courses, la perception de la marque s'était effondrée du jour au lendemain. Voilà, les mecs, ils ne réfléchissent même pas. Ils ont le mépris de leurs compatriotes, de leurs concitoyens, et ils ne pensent qu'à une seule chose, embaucher des esclaves au moindre prix, hein, voilà, pour que leurs bénéfices soient les plus gros. C'est la seule manière dont on peut résumer ce système de multinationales américaines qui pilote aujourd'hui. On voit bien Trump, toutes les difficultés qu'il a à imposer tous ces changements. Il se bat contre un système interne, ce que les Américains appellent le shadow government, en fait. Exactement. Le shadow government étant composé des grandes sociétés pétrolières qui dictent ce qui se passe au Moyen-Orient, faut jamais l'oublier. Il y a un très bon un ancien agent de la CIA, Robert Baer, a très bien résumé tout ça dans ses différents livres. Vous avez les grandes multinationales de l'informatique et de l'Internet, et bien entendu, vous avez tous les grands patrons de banque, évidemment. Voilà. Et nous allons faire donc une pause après ces paroles fortes. Eh bien écoutez, une pause s'impose au Kremlin. Toujours avec Pierre Jovanovic, nous allons... Le colonel Jovanovic. le général. 2 étoiles, mon cher. Le général. Nous allons explorer évidemment la galaxie économique, non sans rester assez proche
de la question des présidentielles, mais une ultime censure. Oui, très intéressant. Qu'on va citer. C'est très parlant d'ailleurs. Wikipédia censure le quotidien le Daily Mail. Pierre Jovanovic, qu'en pensez-vous? Non mais Wikipédia, les premiers pas, ils ont enlevé ma fiche. Hein, oui, voilà, je n'existe plus pour Wikipédia. Dans la même foulée, ils ont enlevé la fiche de la maison d'édition Le Jardin des Livres, je ne sais pas si vous réalisez, avec tous les ouvrages, machin, etc. N'importe quelle petite boîte de maison d'édition à son truc, mais nous on l'a pas. Et maintenant, Wikipédia se permet de censurer le Daily Mail anglais, un des plus grands quotidiens de Londres, anglais, le plus populaire. Mais c'est un quotidien populiste, évidemment. Non, populaire, mais populiste aussi. Moi, j'aime beaucoup le Daily Mail. J'ai eu énormément d'informations dans le Daily Mail, et je ne sais pas sur quels critères ces enfoirés de Wikipédia, mais comme ils sont populistes, évidemment, eh bien, Wikipédia ne doit pas les donner en exemple. Voilà, et en fait, on voit bien la logique de toutes ces censures. C'est censurer tous ceux qui ne sont pas pro-américains. C'est-à-dire pro-américain, européen, hein, pro-Bruxelles, pro-Washington. Voilà. Quand je dis pro-Washington, c'est le shadow gouvernement américain, tout simplement. Non, là, on a un exemple typique. Ouais. Comment peut-on censurer le Daily Mail ? C'est insensé. Si François existait aujourd'hui, ils auraient censuré, vous savez, le François de Lazareff, la grande époque. Ils auraient censuré. Ils auraient censuré le quotidien de Paris de Philippe Tesson, hein, parce que c'était que nous lisions. Absolument. Mais enfin, c'est dingue. Et on lisait Jean Dutour dans François, les chroniques de Jean Dutour. Exactement. Mais bien entendu, mon cher. Mais aujourd'hui, nous avons une censure. C'est établi. Les faits sont établis. La censure. On a des gens ces gens estiment que nos spectateurs sont bêtes, hein, que leur coefficient intellectuel est de l'ordre entre 40 et 80 maximum, et qu'ils ne sont pas capables par eux-mêmes de réfléchir et de faire la différence entre une fausse news et une vraie news, et qu'ils ne sont même pas capables de vérifier une information par eux-mêmes. Oui. Mais quel mépris! Oui. Mais on voit bien ces intellos. Hein, je vois bien, vous savez, genre Alain Minck, je vois bien les journalistes de BFM, Rutel Krief, vous voyez, dans toute sa hauteur, hein, qui méprisent, n'est-ce pas, ceux qui votent pour Marine Le Pen ou Dupont-Aignan ou Mélenchon. C'est des populistes, hein, c'est des gueux, des manants, qu'on les jette au cachot. Vous savez... Garde, appelez-moi les gardes, qu'on les mette au cachot, ils n'ont pas le droit de regarder. C'est dingue. Chantal Delsol, à ce même micro, nous avait opportunément rappelé que chez les Grecs, les populistes, on les appelait les idiotesses. L'histoire ne fait que se répéter, ça c'est mon grand dada, Alors elle se répète aussi sur le plan économique, mon cher Pierre, parce que nous avons entendu M. Alan Greenspan. Oui. Alors ça c'est extraordinaire. M. Alan Greenspan, qui a été un des piliers de la Fed, la banque pendant fédérale, 20 ans ou 25 ans, je ne sais plus. Qui maintenant vient nous dire qu'il est très inquiet. Alors, précisons qu'il a 90 ou 91 ans. Oui, mais il est vigoureux quand même. Ah oui, il est très vigoureux. Intellectuellement. Et il nous a dit ceci, « Euro to collapse ». Exactement. C'est-à-dire qu'il dit, l'euro peut exploser. Mais tout cela est bien grave, me semble-t-il. Oui. Mais alors, je vais lire l'information à nos spectateurs. Hein, le vieux grigou Alan Greenspan a donné une interview dans laquelle il s'est lâché. Oui. En substance, sa pensée que les jours de l'euro sont comptés et que pour ne pas être ruiné, chers spectateurs, il importe de transformer ses économies en or, attendre que l'euro explose et que la poussière retombe avant d'envisager la transformation de votre or dans la nouvelle monnaie locale, quelle qu'elle soit. Voilà. Alors ça, c'est Alan Greenspan, mesdames et messieurs. C'est quand même pas n'importe quoi. Hein. C'est génial. Non mais c'est génial. C'est génial ça. Mais qui aurait imaginé le mec il a juste 9 ans de retard sur ma revue de presse, hein, ou même 10 ans, hein, pour le coup. Et puisque nous sommes dans les sommités, il y en a un autre, c'est Thomas Meyer, allemand, qui dit ceci, avec 2 autres économistes allemands de renom. Il a été le patron de la Banque centrale allemande, Thomas Meyer. Il dit il faut créer un euro or
à cause des taux d'intérêt négatifs. À Oui, cause les mecs, ils découvrent les taux négatifs Voilà, maintenant, et c'est voilà, incroyable. c'est extraordinaire. Non mais j'aime bien ces banquiers. Attends, mais attends, comment est-ce possible? Ces mecs-là, ils réfléchissent même pas. En fait, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes et de leur position. Les taux négatifs, on les a vus arriver il y a déjà 5 ans. La première banque qui a fait les taux négatifs, c'est une banque suédoise. Aujourd'hui, les taux négatifs sont en train de détruire. La Banque centrale européenne, je le rappelle, fabrique 80 milliards de monnaies de singe tous les mois depuis maintenant 2 ans. Et voilà que ce banquier allemand qui doit sortir, il a dû cuver son schnapps pendant des années avant. Où il a dû faire la fête de la bière pendant toute l'année. Tout d'un coup, le mec, il se réveille. Ah tiens, il y a des taux négatifs, il faut revenir alors. Crétin. Alors on va continuer. Crétin, idiote. Je continue. C'est invraisemblable. Un des pères fondateurs de l'euro, Pierre Jovanovic, Oui. qui s'appelle, c'est le professeur Otmar Hissing. Oui. Eh bien, ce professeur a admis que la monnaie unique était condamnée, et donc il faudra que les accords soutenant l'euro ont perdu toute signification. Bien sûr. Voilà ce qu'il nous L'euro est mort, mais on le sait depuis, on le sait depuis des années. Mais ils s'entêtent, ils ne peuvent pas se permettre de sortir de l'euro, sinon toute l'Europe explose. Donc c'est continuer, c'est aller au bord du précipice. Hein, c'est littéralement, vous savez, c'est cette fable allemande là ou alsacienne, je me souviens plus, le joueur de flûte, le joueur de flûte, je sais plus comment on appelle ça en allemand, qui emmène tout le monde du village. Exactement, bien sûr, exactement, parce qu'ils avaient refusé de le payer. Hein, vous vous souvenez? Tiens, moi je vous le lis en anglais. C'est important ce que dit Greenspan. Euro to collapse, people rush to buy gold as trust in single currency disappears. The former head of US Federal Reserve has warned the euro is on the verge of collapse, saying he has grave concerns about its future. Voilà. Non mais c'est fabuleux. Papy sait quand même de quoi il parle. Hein. Surtout, il n'est plus tenu par son devoir de réserve, je précise. Il sait aussi que ses jours sont comptés avant de rejoindre l'autre monde et n'a plus de raison de mentir. Voilà. Et je rappelle que Greenspan, on a ça en commun d'ailleurs. J'aime beaucoup Ayn Rand. Je ne sais pas si vous connaissez la romancière américaine, la papesse du libéralisme. Voilà. J'aime beaucoup son livre Atlas Shrugged. Et Greenspan était très très amoureux d'elle. Et il a toujours, oui, il l'a connue dès le départ, à travers Atlas Shrugged. Et il a toujours appliqué l'esprit libéral qui est dans Atlas Shrugged. Aujourd'hui, Atlas Shrugged, c'est le deuxième livre le plus lu après la Bible aux États-Unis. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas rien. On ne peut pas comprendre l'économie américaine si on n'a pas lu Atlas Shrugged. C'est important ça. Tout à fait. Alors, puisque nous en sommes aux sommités, il y a encore une sommité, c'est Sigmar Gabriel. Oui. Qui est le vice-chancelier allemand. Gabriel nous fait une annonce. Oui, mais vous savez que... Tu vas être enceinte de la monnaie de Dieu, l'or. C'est l'ange Gabriel. Non, mais le Sigmar Gabriel, c'est probablement d'ailleurs un descendant de Huguenot parti avec la révocation de l'édit de Nantes. Hein, non, parce que puisqu'on parle d'or, on a des biscuits là. Lui aussi, il est inquiet. Alors qu'est-ce qu'il dit, Gabriel? Il dit l'archange. Un éclatement de l'Union européenne n'était pas tout à fait impensable. Non mais, si on traduit ça, je décode, hein, parce que ça c'est leur langage politique diplomatique, bien sûr. Ça va exploser. C'est ça que ça veut dire. Ils sont en train de préparer les gens, ils sont en train de préparer les gens à la grande explosion de l'euro. Donc ils sont en train de les avertir en disant, attention, préparez-vous, il y aura un grand changement de fait. Voilà. Alors un petit fait qu'il faut signaler, c'est que le Deutschmark a toujours cours en Allemagne. Hein. Oui, non mais c'est intéressant, alors que le franc ici n'a plus cours. Non, je ne sais même pas si on retrouve des vieux billets de 100 francs, si on va à la Banque de France, s'ils nous les changent. Ah non, mais c'est scandaleux. Mais c'est purement scandaleux, c'est du vol. Je sais que la Banque centrale allemande, si vous retrouvez des billets de banque d'il y a 50 ans, ils vous les changent. Non mais ça, c'est au moins, c'est réglo. Des billets de 1922, surimprimés. Et il y avait... en pleine non mais vous savez qu'il y avait un dragon dessus. Il y avait un dragon sur les Reichsmark. Il y avait un dragon, c'est drôle. En pleine inflation, hyper impressionnante. Mais... Reichsmark, hein, si tu nous écoutes. Ah ben, il a quand même réformé la monnaie allemande. Ah, absolument. Alors, donc, il y a aussi le fait que l'ensemble de l'Europe doit beaucoup d'argent à l'Allemagne. Et que cette
ces Mais on sommes leur ne donne rien seront du tout, jamais- ils se sont enrichis Oui. sur notre dos. Oui, mais justement, Qu'est-ce que c'est connerie elles ne sont- non, non. Ils se sont Elles enrichis ne sur sont- notre dos, ça fait elles 20 ne ans seront qu'ils pas s'enrichissent sur recouvrées. notre dos. Elles ne sont pas recouvrées. Et la Grèce va revenir dans l'actualité, Pierre Jovanovic. Elle va revenir. C'est impossible qu'elle ne revienne pas dans l'actualité. Pendant L'occasion... 40 ans. Attendez, est-ce que vous Allez-y. réalisez, Allez-y. je dis ça aux spectateurs, est-ce que vous réalisez que le peuple grec, aujourd'hui, quand ils empruntent, parce qu'ils empruntent pour rembourser, Oui, c'est bien ça qui est sûr. dingue quand même, ils empruntent à 10%. Oui. 10% de taux d'intérêt, je ne sais pas si vous réalisez. Si un pays, j'ai toujours dit ça, si un pays emprunte à plus de 3%, même à plus de 2,80, il est mort. Il est techniquement mort parce que le poids de la dette et des intérêts ben, l'étouffe c'est- et bien ils sont mis sûr. en esclavage. Et les Allemands veulent mettre les Grecs en esclavage. Oui, mais... Les Allemands ont mis en esclavage, à travers Washington, à travers cette monnaie bancale, tout le reste de l'Europe en esclavage. C'est tout. On le voit en Espagne. Tiens, à ce propos, l'ancien patron du FMI a été condamné à 3 ans ou 4 ans de prison. Monsieur Rato. Voilà, en Espagne. Et, Monsieur Rodrigue. Rodrigue. À moi, Rodrigue, 2 mots. Alors, vous avez fait... On peut le trouver sur votre site. Oui, j'ai réécrit le CID. Voilà. Acte Et 2, c'est scène signé 2, à moi, comptable, 2 mots. Corneille Jovanovic. Voilà. Alors, à moins comptable de mots... Non, mais c'est vraiment intéressant. Rodrigue Rato, donc ancien PDG, ancien grand patron du FMI, Oui. a été condamné à 4 ans de prison avec 65 autres banquiers parce qu'ils avaient utilisé des cartes de crédit banque Visa Gold Infinite pour payer des putes. Disons-le, comme leur boîte de nuit, leurs putes, leurs masseuses, etc. Et bien entendu, les commissaires aux comptes ont maquillé l'usage de c'est surtout ça. c'est oui, invraisemblable. Voilà. Le même mec était à la tête d'une banque en faillite. Il n'a pas continué. Il a avait pas continué que à les utiliser dames- les putes. Il n'y avait pas que les dames qui étaient maquillées, il y avait les comptes aussi. Et surtout les comptes. Voilà. Mais en l'occurrence... Surtout les comptes. C'est incroyable. Voilà. Donc, nous Non mais ça me fait penser que je trouve que les mecs qui braquent des banques, ils ont plus de dignité que ces banquiers. Quoi. Oui, mais... Parce qu'au moins ils ont le courage de défier la loi et d'aller braquer une banque. Alors Oui, que ces mais ils banquiers veulent eux-mêmes leur banque et ils risquent rien. C'est le seul banquier qui a été condamné en Europe quasiment. Oui. Vous vous rendez compte? Certes, mais les braqueurs ont plus de dignité que les banquiers, mais ils ont moins de résultats. En plus, ils ont moins de résultats. Ouais, c'est les mecs. Aujourd'hui, ils vont braquer une agence, s'ils ont 50 euros en caisse, C'est beaucoup plus dangereux. C'est beaucoup de risques pour pas grand-chose. Bon, alors, dans le genre pas très réjouissant, nous allons continuer, mon cher Pierre, et il y a le Wall Street Journal qui nous annonce maintenant qu'il y a un risque de faillite de la France. Absolument. Et c'est le Wall Street Journal qui en parle. Il n'y a pas que le Wall Street Journal. Alors, c'est vrai, il n'y a pas Il y a que pas le Wall Street il y a Journal. Fortune, il y a Forbes, il y a Bloomberg, Financial Times et quelques autres. Alors là, je voudrais comprendre, parce qu'à côté de ça, je prends les Échos et je lis, tout va bien. La prospérité revient, la croissance repart, les entreprises sont optimistes. Je voudrais comprendre, et je voudrais surtout que nos téléspectateurs comprennent. Alors, je vais vous montrer un graphique. Alors, c'est quoi ce graphique? Ce graphique, c'est les fameux crédits défaut swap. Voilà. Dont vous savez que j'ai écrit un livre sur Black Masters, l'inventrice, on va dire, des crédits défaut swap. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est un crédit défaut swap? C'est une assurance sur un défaut de paiement. Voilà, assurance sur un défaut de paiement. Mais ça devient un produit financier, cette assurance. Bien sûr. Voilà, parce qu'il peut se vendre. Sans aller jusque-là. Alors, ce qui est intéressant, où est mon papier? C'est que en 2003, voilà, il fallait à peu près 30 000 euros pour couvrir 10 millions d'emprunts. C'est ça. Parce que c'est par tranche de 10 millions. Par tranche de 10 millions, oui. Voilà. Et aujourd'hui, à cause de Marine, parce que tout Wall Street est terrorisé à l'idée que Marine Le Pen puisse gagner les élections, on est passé à 70 000, c'est-à-dire plus du double. Voilà. Voilà. Et en fait, c'est volontaire parce que ça permet, les traders se sont donné le mot en disant, nous allons faire le chantage sur la France, si Marine Le Pen gagne, Moody's, ces enfoirés de Moody's, ces escrocs même de Moody's. Les agences de notation. Les agences et les engences de vipères. Les agences de notation. Les agences de vipères, voilà. C'est quand même... ils ont dit que si Marine Le Pen gagne, automatiquement, la dette de la France sera considérée comme junk.
Oui, joke. ou défaut de paiement obligatoire. Ouais. Donc aujourd'hui, tous les traders se sont donné les mots parce qu'ils ont calculé, et alors ça j'ai vu ça, alors je ne sais plus dans quel papier. Pourri. Tiens, c'est là, tiens par exemple, les traders parient contre la France à cause des élections. C'est sur MarketWatch, voilà, c'est celui dont je voulais parler. Un candidat, ils disent en fait qu'il faut jouer sur les bons du Trésor de la France. Et du point de vue d'un trader, MarketWatch a raison. Donc, ils disent, vu le niveau d'endettement de la France, qui est de 98%, eh bien, nous allons massivement parier contre un défaut de paiement. C'est-à-dire que là, ils sont en train de faire, ils sont en train de s'en mettre plein les poches sur le dos du peuple français. C'est un vrai scandale. La politique de la France se fait à la corbeille maintenant. Oui, mais le problème, c'est que il n'y a plus de corbeille d'une part. D'autre part, le général de Gaulle avait dit la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Oui. Bon, mais est-ce que c'était pas la même chose, Goldman Sachs qui spéculait contre le défaut de la Grèce? C'est exactement la même chose. Non, c'est pire. Goldman Sachs, c'est une escroquerie, puisque oui, il maquillait les comptes. Non, mais il jouait aussi. Bruxelles. Attendez, Bruxelles avait demandé à Goldman Sachs. Parce que Bruxelles voulait impérativement que la Grèce rejoigne l'Europe. Oui. Les Grecs sont orthodoxes. La Russie est orthodoxe. Oui. Il était hors de question pour les États-Unis que la Grèce tombe dans le giron des orthodoxes russes. Bon, déjà, pour comprendre. Comme les comptes grecs ne leur permettaient pas de rejoindre l'Europe, ils ont demandé à Goldman Sachs de bidonner les comptes. Goldman Sachs a bidonné les comptes. Ils ont fait tout un tas de CDS, justement, qui leur ont permis de tout maquiller. Et ensuite, la Grèce a été acceptée dans l'Union européenne grâce au maquillage de Goldman Sachs. Qu'a fait Goldman Sachs ensuite? Comme il savait que les comptes étaient faux, hein, c'est comme un garagiste qui vous vend une voiture avec un moteur qui va tenir 20 km. Il parie, il va voir l'assurance, il dit moi je parie que le mec il va s'exploser la gueule et je parie 1 million dessus. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Eux ils ont parié 1 milliard dessus que la Grèce allait s'exploser et ils ont gagné. Voilà, tout simplement. C'est facile de parier quand on sait quel cheval va arriver en premier. C'est de l'escroquerie. C'est une des plus belles escroqueries de Goldman Sachs, c'est pas la seule. Hein. On a vu l'affaire du trader de Fabien Tour. Hein, Mais alors... Juste une chose, je termine là-dessus parce que c'est important. Voilà, il y a un autre. Alors, allez sur quotidien.com, vous allez retrouver tout ça. Wall Street a commencé à menacer les Français. Ne votez pas Marine Le Pen. Mais de quoi il se mêle? Mais de quoi il se mêle? Alors, la JP Morgan, c'est une banque que j'apprécie beaucoup, vous savez bien, a pondu un communiqué à tous ses clients. Écoutez bien l'entourloupe, c'est très intéressant. Que l'euro pourrait rapidement tomber sous un niveau de parité avec le dollar et les coûts de financement de la France dépasser de 2% ceux de l'Allemagne, si Marine Le Pen remporte l'élection présidentielle française le printemps prochain. Mais regardez bien le coup tordu. Écoutez bien, le détail, le diable est dans les détails. Cela d'abord, ce communiqué était envoyé à tous leurs clients le vendredi matin, afin qu'ils aient le temps de jouer sur voilà. Une fois qu'ils ont fait monter le risque, une fois qu'ils ont fait monter tout ça, le même communiqué ensuite a été envoyé à tous les journalistes financiers le lundi. Voilà. De manière à ce que les autres puissent prendre leur position. Voilà. Les marchés, donc, se sont positionnés. Voilà comment on gagne des millions de plus sur le dos du peuple français quand celui-ci était forcé d'emprunter, non pas à la Banque de France, mais aux banques étrangères. Vous en avez ici la plus belle démonstration. C'est un vrai scandale. Moi, je ne comprends pas comment on peut accepter ça. Enfin bon, en tout cas, alors, il y a un truc très intéressant, c'est que Moody's... Alors, tiens, il est là. C'est très important de clore là-dessus, hein, parce que tout ça va ensemble. Là, on a vu JP Morgan. Là, c'est des agences de notation. Donc la semaine du 20 février. Hein. La semaine passée, avec de nouveaux développements, Standard & Poor's et Moody's sont d'accord. Si Marine gagne, la dette de la France sera immédiatement requalifiée en junk. C'est pas beau, ça? Pourri. Ah, voilà. Exactement ce qui avait été mis dans une BD, moche comme tout, La Présidente. Voici déjà un an. Alors, Standard & Poor's say it will declare a default if the FN Front National goes ahead with pledges to redenominate. Voilà. Donc, si le FN passe de l'euro au franc, il déclare tout de suite les bons du Trésor de la France comme junk. Alors, c'est absolument scandaleux. Alors, vous savez pourquoi? Moody's a pondu une note en disant la dette de la France est en euros,
elle devrait être remboursée en euros. S'ils reviennent au franc, nous allons faire tout un scandale, on va les attaquer en justice, etc. Mais espèce d'enfoiré de Moody's et de Standard & Poor's, quand on est passé du franc à l'euro, vous n'avez pas fait tout ce cinéma, hein? La conversion a été faite naturellement. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de faire la même conversion, comme en 2000 ? Ouais. Rien. C'est même pas moi qui le dis, c'est Ambrose Evans Pritchard dans le Télégraphe de Londres. Mais je dis la même chose, et Bernard Monod le dit aussi. Mais Moody's, Standard & Poor's, vous êtes des bandes d'enfoirés. Vous êtes responsable de la crise des subprimes. Vous avez ruiné des centaines de millions de gens. C'est des ordures. C'est des ordures. J'espère qu'ils vont faire un procès, tiens. Standard & Poor's, Moody's, Fitch. Qui était le patron de Fitch ? Qui était le patron de Fitch ? Monsieur de la Charadière, celui-là même qui paye 100 000 euros, Madame Pénélope Fillon, pour faire 2 lignes, moins que cette news-là. Hein, voilà. 100 000 euros hein, dans la revue des Deux Mondes. Il a acheté la revue des Deux Mondes juste pour payer Madame Fillon. Hein. Non mais c'est dingue. C'est dingue. C'est complètement fou. Mais vous voyez bien qu'ils tiennent par tous les moyens à garder la France en esclavage des banques. Parce que tout ça n'est possible que grâce à la loi du 3 janvier 73. Ouais, franchement, je demande, chers lecteurs, spectateurs, abonnez-vous à mon Twitter, c'est important. Et lisez le livre sur l'enquête sur la loi du 3 janvier, vous comprendrez vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont terrorisés à l'idée que Marine Le Pen puisse exploser, ou Dupont-Aignan par exemple, hein, ou même Mélenchon par la loi du 3 janvier. C'est un vrai scandale. Même Rocard l'a reconnu. Michel Rocard, paix à son âme. Absolument. Hein, voilà. Absolument. Mais non, Pierre Jovanovic, il y a une chose qui vient démentir tout cela, mais vous allez nous donner l'explication, c'est que la bourse ne cesse de monter, et en France, on ne l'a jamais vu si haut depuis 5-6 ans. Et aux États-Unis, ça n'a jamais récupéré Non, c'est vrai, depuis Alors, comment expliquez-vous ça On a déjà parlé ensemble, hein, c'est pas la première fois. L'explication, il y a 2 explications. Le QI. Je vais vous donner, d'une part, la planche à billets. Voilà. Mais je vais vous donner une explication pour le faire l'éviter. Est-ce que vous imaginez que le gouvernement américain, via la CIA, est intervenu sur la banque centrale des Suisses pour obliger, il y a 2 ans, les Suisses, donc la banque centrale suisse, avec les francs suisses, à acheter pour 600 millions d'actions Apple, simplement pour que ça remonte, pour que ça fasse léviter les marchés. Les sociétés aujourd'hui sont... tout ça est faux. Et d'ailleurs, c'est simple, au 15 mars, là... les Américains vont arriver à nouveau à leur plafond de la dette. Et donc, ils vont être obligés de voter une nouvelle loi. Et je rappelle qu'ils ont 20 trilliards de dettes. Et qu'ils ne rembourseront jamais. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est le résultat de la planche à billets. Tout ça, c'est du... Mais on le voit bien. Regardez ma liste des licenciements. Oui, alors justement. Moi, j'ai jamais vu ça. Ça fait 30 ans que je suis journaliste. En général, quand une économie va bien, quand la bourse montait, il y avait le plein emploi. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a 50 millions d'Américains qui n'ont pas de boulot. Absolument. Et Wall Street l'évite, mais on nous prend pour des blaireaux. Mais c'est exactement ça. C'est ça. C'est Wall Street l'évite et les Américains, 50 millions, sont dans la difficulté, reçoivent des food stamps, des bons alimentaires, des systèmes pour les aider à survivre. C'est même pire que ça. Et vous avez maintenant un risque sur les emprunts contractés par les étudiants et les emprunts sur les voitures. C'est-à-dire qu'on voit bien que les rémunérations des étudiants ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils ont payé pour leurs études, des emprunts qu'ils ont payés, Olivier, et la même chose pour l'achat des voitures. Écoutez, vous avez fait des études. À l'époque, les étudiants, ils allaient travailler sur les marchés. Personne n'avait un emprunt bancaire pour financer ses études. Aujourd'hui, toute cette nouvelle génération de jeunes qui arrivent, ils ont 22 ans, 23 ans, ils ont déjà 50, 60 000 euros d'endettement sur le dos pour payer leurs études. Mais c'est du grand n'importe quoi. Aux États-Unis, on en voit, ils ont déjà 200 000 euros. Les étudiants en médecine, ils se retrouvent, ils deviennent médecins, ils ont 300 000 euros de dette sur le dos. À rembourser. C'est dingue. Mais je veux dire, je suis désolé, mais mai 68, je ne le dirai jamais, n'aurait jamais pu avoir lieu si tous ces étudiants avaient été endettés comme ils sont aujourd'hui. Mais bien sûr. C'est vrai. Bien sûr. Oui, mais évidemment. Il fallait qu'ils bossent. Il fallait qu'ils le principe, c'est d'endetter les gens. Ils ont une chaîne au pied. Ils ne peuvent plus bouger. Voilà.
Eh bien, nous arrivons au terme de cet entretien, Pierre Giovanni. Nous avons beaucoup d'éléments. Allez sur quotidien.com, les agences de notation se liguent contre Marine Le Pen avec la plus mauvaise foi, parce que ça, c'est vraiment important. Vous avez l'article, entre autres, du Télégraphe d'Ambrose Evans-Pritchard. C'est dingue. Hein. Tiens, je vous le redonne parce que c'est important. Standard & Poor's states, donc dit que the contractual obligation, les obligations contractuelles, must be upheld in the original currency stipulated. Donc que le contrat tel qu'il a été signé doit être remboursé dans la monnaie où il a été stipulé. Dans la monnaie, voilà, établie par le contrat. Ah, mais c'est des voleurs. Oui. Parce qu'ils n'ont pas exigé la même chose quand on est passé du franc à l'euro. Je le dirai jamais assez. Et les Échos n'osent pas le dire, la Tribune n'ose pas le dire, BFM-VC, les doses et compagnie, les Chypres, là, les mecs, mais ils sucrent les fraises, quoi. C'est incroyable. Alors Pierre, tout ça, toutes ces bonnes paroles, vous allez les dire aussi en province. Vous allez vous déplacer et il serait bon que nous rappelions à nos téléspectateurs. Attends, j'ai juste une dernière news parce que c'est important. Je vous écoute. C'est très important. Ça s'appelle... Alors... Pour la route. Dernière. Pour la route. Voilà, les empreintes toxiques. Ah oui, les empreintes... Les empreintes toxiques, c'est des villes, des municipalités. Des municipalités françaises. Voilà. Alors, le journal Le Point, je cite une autre source de fake news. Hein. Fake news, oui. Fausse nouvelle. Hein. Se félicite du fait que le cauchemar se termine pour 578 collectivités locales prises dans le piège des emprunts toxiques. Mais le coût du sauvetage sera élevé, 5,5 milliards aux frais des contribuables. Voilà. Alors, entre 2004 et 2008... Le Point explique, avec 8 ans de retard sur ma revue de presse, hein, je le rappelle, hein, que 850 collectivités, blabla, ont souscrit des emprunts toxiques, bla. Alors, pour stopper cette bombe atomique financière qui faisait tic-tac dans les comptes des diverses villes, régions, communautés de communes, blablabla, le gouvernement avait trouvé, M. Macron, hein, il a participé à ce dossier, c'est important de savoir, M. Macron, avait trouvé une astuce géniale. Écoutez bien, transformer ces prêts à taux variable à taux fixe et donner les gains perdus par les banques privées via le peuple français réuni. Ni vu ni connu, et tout le monde est content et les banques privées ne feront pas procès à la France, l'empêchant ainsi d'emprunter encore plus sur le marché financier. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont calculé combien la banque privée va perdre de l'argent si on passe du prêt toxique à un prêt normal, à taux fixe. Ils ont dit, tiens, ça va vous coûter 800 millions. OK, donc Macron et l'Élysée ont décidé, tiens, ces 800 millions, vous les sortez, c'est pas la région, c'est pas la municipalité qui va les payer, c'est le gouvernement français. C'est vous, moi, tout le monde. Voilà. 5,5 milliards de nos impôts vont être pris pour payer ces putes de banque. Mais c'est dingue! Et ça choque personne. Et Le Point se félicite de la chose. Le Point qui appartient à je ne sais plus qui. Rapproché d'un autre chiffre intéressant d'ailleurs. C'est insensé. Il y a aussi la ville de Laval. Tiens, la ville de Laval. Ah oui, qui a des emprunts toxiques. Alors eux, c'est... voilà. Après un an de négociation, la ville de Laval et la banque irlandaise ont trouvé un accord. Mais ce n'est pas gratuit, évidemment. La ville va en effet devoir payer un bon de sortie à la banque DPFA. Un bon de sortie qui s'élève à 9 millions d'euros. Voilà, donc les bips, comptez-vous, hein, donc à Laval. Et c'est fait sur le dos de la France. Oui. C'est-à-dire que c'est le peuple français qui paye aux banques privées ce que la région ne paye pas ou la ville ne paye pas. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est monstrueux. En mettant en rapport ces chiffres monstrueux avec les 3 milliards, vous savez, qui manquent aux collectivités locales et que l'État ne veut plus payer. Oui. Eh bien, en réalité, les collectivités locales, les contribuables locaux vont payer, eux, 5,5 milliards. Or, on fait tout un drame sur les 3 milliards que l'État ne donne pas aux collectivités, mais celles-ci doivent laisser payer. Alors, aux contribuables, 5 milliards 500 millions. C'est monstrueux, ça. Oui, c'est monstrueux. On privatise les gains et on nationalise les pertes. On socialise les pertes. C'est le motus des banques. Oui, ça c'est une vieille loi qui s'est vérifiée tout au long de notre entretien. Écoutez, on le voit dans ces élections, on le voit dans cette période qui est extrêmement vraiment spéciale. On sent les tensions, les pressions.
les banques ont pris le pouvoir à travers leur contrôle des médias, des télévisions. Voilà. Et je dis à nouveau, je félicite Philippot. Il a été excellent face à Jean-Jacques Bourdin, qui en plus, il a voulu se la jouer. Regardez-moi dans les yeux. Est-ce que je reçois mes ordres de Monsieur Drahi? Bourdin, tu vas pas lui cracher dans la soupe, hein, BFM. Hein, tu dépends de Monsieur Drahi. Et je rappelle que Drahi a renoncé à sa citoyenneté française. Ouais. Hein, faut pas l'oublier. Hein. Il est israélien. Je mets au défi n'importe quel citoyen d'aller acheter des médias en Israël. Hein, voilà. Ce serait impossible. Mais on s'est prostitué, on s'est vendu, le gouvernement français s'est vendu à Monsieur Drahi, qui est endetté jusqu'à... alors lui, c'est un Ponzi, hein, c'est Monsieur Ponzi. Ponzi, hein. Oui. C'est Monsieur Ponzi. Les gens de SFR, les salariés de SFR le sentent bien passer en ce moment. C'est un Madoff. Oui, c'est un Madoff, oui. Enfin, on ne sait pas encore, mais Ponzi, c'est sûr. Et son ancien directeur, Mourad. Donc, mais ils n'osent même pas en parler. Est devenu le directeur de campagne de Macron. Ouais, voilà, je rappelle à tous nos spectateurs hein, sur BFM. Voilà, le numéro 3 de BFM, on en a parlé ensemble lors de notre... une piqûre de rappel est importante. Bis repetita. Macron a 10 fois plus de temps de parole sur BFM que n'importe quel autre candidat réuni. C'est incroyable. Hein, voilà. Donc Macron, le candidat des banques, des assureurs, de tous ceux qui haïssent le peuple. D'ailleurs, on le voit bien parce qu'il y a cette fameuse scène où Macron est aux prises avec un syndicaliste et lui dit t'as qu'à t'acheter une chemise ou un costard, je sais pas quoi. Je l'espèce de gueux va t'acheter un costard. Non mais c'est génial. On voit bien son approche hein, de... Petit rappel, Pierre, des gens que vous allez rencontrer. Vous allez bientôt... oui, c'est vrai. À Carcassonne oui, mais je pense pas que ce sera... parce que c'est ce samedi-là. Ah oui. Ensuite, c'est Conflans-Sainte-Honorine. Conflans-Sainte-Honorine. Alors, il y a Perpignan, je crois. Melun. Voilà. De Nevers. Enfin, allez sur quotidien.com. Je pense qu'on peut le voir. On va le mettre. Voilà, il faut le dire qu'il le met derrière nous là, sur les dates. Parce que j'ai le grand plaisir de retrouver donc beaucoup de mes lecteurs et quelques-uns de vos spectateurs. Et on a beaucoup de discussions. Et je rappelle à tous que je suis le journaliste aujourd'hui le plus censuré de France. C'est incroyable. Eh bien, Wikipédia, Le Monde. Hein, le Monde. Je remercie le journaliste le plus censuré de France. Merci à vous. Lui ferai remarquer merci à TVL. Sur TVL, il n'est pas censuré. Voilà, je ne suis pas censuré sur TVL. Merci à vous. Et son temps de parole est assez large et il n'a pas payé TVL pour cela. Exactement. Voilà, merci Pierre. Merci à vous tous, je vous embrasse. À très bientôt, chers téléspectateurs. À bientôt.